les mousquetaires du roi et les gardes de monsieur le cardinal. D'Artagnan ne connaissait personne à Paris. Il alla donc au rendez-vous d'Athos sans amener de second, résolu de se contenter de ceux qu'aurait choisi son adversaire. D'ailleurs, son intention était formelle, de faire au brave mousquetaire toutes les excuses convenables, mais sans faiblesse, craignant qu'il ne résultât de ce duel ce qui résulte toujours de fâcheux dans une affaire de ce genre, quand un homme jeune et vigoureux se bat contre un adversaire blessé et affaibli. Vaincu, il double le triomphe de son antagoniste. Vainqueur, il est accusé de forfaiture et de facile audace. Au reste, où nous avons mal exposé le caractère de notre chercheur d'aventure, où notre lecteur a déjà dû remarquer que D'Artagnan n'était point un homme ordinaire. Aussi, tout en se répétant à lui-même que sa mort était inévitable, il ne se résigna point à mourir tout doucettement, comme un autre moins courageux et moins modéré que lui eût fait à sa place. Il réfléchit aux différents caractères de ceux avec lesquels il allait se battre, et commença à voir plus clair dans sa situation. Il espérait, grâce aux excuses loyales qui lui réservaient, se faire un ami d'Athos, dont l'air grand seigneur et la mine austère lui agréaient fort. Il se flattait de faire peur à Porthos avec l'aventure du baudrier, qu'il pouvait, s'il n'était pas tué sur le coup, raconter à tout le monde, récit qui, poussé adroitement à l'effet, devait couvrir Porthos de ridicule. Enfin, quant au sournois Aramis, il n'en avait pas très grand peur, et en supposant qu'il arrivât jusqu'à lui, il se chargeait de l'expédier bel et bien, ou du moins en le frappant au visage, comme César avait recommandé de faire aux soldats de Pompée, d'endommager à tout jamais cette beauté dont il était si fier. Ensuite, il y avait chez D'Artagnan ce fond inébranlable de résolution qu'avaient déposé dans son cœur les conseils de son père, conseils dont la substance était ne rien souffrir de personne que du roi, du cardinal et de monsieur de Tréville. Il voilà donc plutôt qu'il ne marcha vers le couvent des Carmes déchaussés, ou plutôt Deschaux, comme on disait à cette époque, sorte de bâtiment sans fenêtres, bordé de prés arides, succursale du Pré-au-Clair, et qui servait d'ordinaire aux rencontres des gens qui n'avaient pas de temps à perdre. Lorsque D'Artagnan arriva, en vue du petit terrain vague qui s'étendait au pied de ce monastère, Athos attendait depuis 5 minutes seulement, et midi sonnait. Il était donc ponctuel, comme la Samaritaine, et le plus rigoureux casuiste à l'égard des duels n'avait rien à dire. Athos, qui souffrait toujours cruellement de sa blessure, quoiqu'elle ait été pansée à neuf par le chirurgien de monsieur de Tréville, s'était assis sur une borne et attendait son adversaire avec cette contenance paisible et cet air digne qui ne l'abandonnait jamais. À l'aspect de D'Artagnan, il se leva et fit poliment quelques pas au-devant de lui. Celui-ci, de son côté, n'aborda son adversaire que le chapeau à la main et sa plume traînant jusqu'à terre.